Un club secret, un membre disparu, une floraison mortelle. Bienvenue à Détectives éternels, je suis votre hôte Lucas. Dites-moi, d'où venez-vous dans le monde pour rejoindre ce mystère? J'aime toujours lire vos commentaires, ne vous retenez pas. Commençons. Cela a commencé, comme cela se produit si souvent dans le village de Much Dithering, par quelque chose qui semblait parfaitement ordinaire. Une semaine avant le déjeuner annuel des récoltes, qui marquait traditionnellement la fin de la civilité, de l'été et la lente glissade dans les bottes boueuses et la fumée de cheminée, Miss Jane Marple a reçu une enveloppe de couleur crème dans sa boîte aux lettres. L'enveloppe était élégante, du papier épais et sans tache avec un sceau violet en relief en forme de fleur de belladone. Le scénario, écrit d'une main raffinée, disait « Mademoiselle Jane Marple est cordialement invitée au rassemblement d'automne du Belladonna Club, jeudi à 16h, Belladonna House ». Miss Marple retourna l'enveloppe une fois puis une autre. Maison de la Belladone. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis des années. Un vaste manoir géorgien à la lisière du village, longtemps enveloppé de lierre et de silence, autrefois domaine de feu Sir Percival Hartwood, collectionneur de poisons et de curiosités rares. Il était décédé il y a une quinzaine d'années dans des circonstances qualifiées de particulières, dans le déchiré le héros, laissant derrière lui un domaine familial embourbé dans les batailles fiscales et les légendes urbaines. Et, maintenant, tout à coup, la maison était à nouveau ouverte, et le Belladonna Club, quel qu'il soit, avait vu le jour. Les villageois avaient commencé à spéculer dès le moment où les invitations avaient été envoyées. Madame Partridge, de la boulangerie, a dit à tout le monde dans la file que le club était sûrement une sorte de cercle spiritualiste, ressuscitant le fantôme de Sir Percival. L'épouse du vicaire, Madame Trevithick, était convaincue qu'il s'agissait d'une société de poésie moderne, et probablement française, si vous me demandez, ne faites jamais confiance à un sceau violet. Monsieur Clébourne du bureau de poste a affirmé qu'il s'agissait d'une secte ou pire de gens de théâtre. Quoi qu'il en soit, les invitations étaient rares, une douzaine tout au plus, chacun s'adressant à quelqu'un curieux. Il y avait le docteur Lionel Arkwright, chimiste à la retraite, passionné par le Porto vintage et le folklore de l'arsenic. Miss Unity Phelps, une jeune femme pâle et sérieuse qui enseignait le latin au lycée local. Colonel Francis Radley, un veuf irascible avec des médailles militaires et des haies étrangement bien taillées. Madame Delilah Choke, qui dirigeait autrefois un salon de thé à Londres, et passait désormais ses journées à organiser des après-midi de bridge et à citer des aphorismes. Et maintenant, Miss Marple, j'ai bien peur de connaître très peu de choses sur le groupe, confie Miss Marple à son neveu Raymond dans une lettre le soir même. Mais la curiosité, comme vous le savez bien, a toujours été ma compagne. Jodic arriva avec un léger frisson et une odeur de pommes trop mûres dans les haies. Belladonna House, à moitié voilée par une faible brume, semblait moins hantée que simplement oubliée. Ses portes en fer forgé grincèrent lorsque Miss Marple entra dans l'allée envahie par la végétation. Les vignes s'accrochaient aux piliers de pierre comme les ragots s'accrochaient au village, et le chemin de gravier portait les premières feuilles du début de l'automne. Le salon où étaient reçus les invités était autrefois grandiose, même si le papier peint commençait à se décoller et qu'un rideau était pendu de travers, l'odeur du bois poli et du parfum fané persistait. Il s'est avéré que leur hôtesse était Madame Georgina Lassé, une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux striés d'argent et aux manières aussi impeccables que les serviettes en lin qu'elle exigeait pour le thé. Elle portait une épingle en forme du même sceau de belladone et saluait chaque invité avec une grâce exercée. « J'ai longtemps admiré ce village pour son charme et sa discrétion », a-t-elle déclaré en versant du Earl Grey d'un pot en argent dans une porcelaine délicate. Et je crois à la renaissance des beaux-arts, de la conversation et de l'intellect. Il y avait des rafraîchissements légers, des bavardages discrets et un curieux air de performance. Chaque invité, a noté Miss Marple,
apportait avec lui une certaine tension. Il y avait un fond sous-jacent dans ces subtilités, des regards qu'acerbes entre Madame Choke et le colonel, une remarque trop désinvolte du docteur Arkwright à propos d'un grand livre égaré, un silence soudain, lorsque Miss Phelps a mentionné son ancien élève Harold. Le thé a cédé la place au Xérès, et le Xérès a une série de divertissements de salon. Madame Lasset a invité chaque membre à apporter un objet ou une histoire liée à sa vie personnelle. Quelque chose qui a un secret, un souvenir ou un regret. Le colonel Radley a offert un poignard de cérémonie, datant de son séjour en Inde, terni mais incontestablement réel. Miss Phelps a timidement sorti une fleur pressée d'un livre de Virgile, Belladone, dit-elle, choisi le matin des funérailles de sa mère. Le docteur Arkwright a apporté une petite bouteille en verre bleu, marquée uniquement d'une tête de mort décolorée. Madame Choke a montré une montre de poche qui n'avait pas tourné depuis le dernier souffle de son mari. Miss Marple n'a rien apporté. « Oh, mais je pense plutôt que les gens sont plus révélateurs que les objets, » sourit-elle. La soirée s'est terminée par un dernier toast. Madame Lasset, les yeux brièvement durs derrière son expression charmante, leva son verre. Au secret, bien gardé, et à ceux qui refusent de rester enterrés. Le lendemain matin, Belladonna House était à nouveau scellé. L'agent de police local, le jeune et souvent agité, l'agent Thorne, a été vu faisant les 100 pas devant la porte avec un cahier à la main. La nouvelle s'est vite répandue. L'un des invités avait été retrouvé mort dans la bibliothèque. Colonel, Radley effondré dans un fauteuil. Le poignard en argent tenait vaguement dans une main. Aucun signe d'effraction. Pas de lutte claire. Juste un verre de sherry à moitié fini sur une table, une tache de boue sur le tapis, et ce même seau violet pressé sur une serviette, pliée posée sur le sol à côté de lui. Miss Marple, qui s'était levée tôt pour se promener dans son jardin, écoutait déjà attentivement lorsque Madame Choke téléphona pour mentionner avec désinvolture ce qui s'était passé. « Je suppose que cela devait arriver, » dit-elle, sa voix flottant, comme une dentelle dans le vent. « Cette maison a toujours eu une malédiction, n'est-ce pas ?» Miss Marple raccrocha en fronçant légèrement les sourcils et attrapa son chapeau. « Pas une malédiction, » murmura-t-elle. « Juste des gens, et leur motivation très humaine. » Et, sur ce, elle se dirigea vers la scène, tranquillement, poliment et avec la précision de quelqu'un qui avait vu trop de mystères déguisés en coïncidence. En milieu de matinée, Much Dithering était en effervescence. L'air d'automne, encore imprégné du parfum terreux des haies humides, était chargé de spéculations. La nouvelle de la mort du colonel Radley s'était répandue du bureau de poste jusqu'au marchand de légumes au moment où Miss Marple arrivait dans la rue principale. Et à 11 heures, c'était devenu le sujet de conversation feutré sur le banc du cimetière, au comptoir de la mercerie et parmi les dames rassemblées pour le cercle de couture du jeudi de Madame Partridge. Personne ne savait précisément ce qui s'était passé, mais cela n'avait jamais empêché un village d'élaborer ses propres théories. C'était son cœur, remarquez mes paroles, a déclaré Madame Good, qui affirmait avoir autrefois soigné un brigadier victime d'un accident vasculaire cérébral. Toute cette excitation à Belladonna House. L'homme avait du caractère, n'est-ce pas? Toujours rouge au visage. Cœur? C'est absurde, se moqua M. Calthorpe, l'instituteur à la retraite, penché sur sa canne devant la pharmacie. N'avez-vous pas entendu? Le médecin a trouvé une marque, juste là, sur le côté. Une blessure propre comme un sifflet, pas auto-infligée. Et le poignard était le sien, l'âme d'honneur militaire. Si vous me demandez, c'était un message. Un message, haleta la jeune Violette Grange, dont l'imagination romantique dépassait souvent les faits. Comme un avertissement, comme un compte à rebours, répondit-il avec une sombre délectation. Au presbytère, Madame Trevithick avait pris l'habitude d'écrire une liste de suspects dans les marges de son recueil de cantiques. Pendant ce temps, le vicaire lui-même avait du mal à maintenir le sermon sur l'humilité prévu pour la semaine. Mais bien entendu,
le centre de spéculation le plus actif était le salon de thé d'Elspeth McCrae. Miss Marple était arrivée, juste au moment où l'horloge sonnait 11h30 distinguées. Elle s'installa à sa place habituelle près de la fenêtre, avec vue sur la rue principale, et commanda un gâteau au thé grillé. Elspeth, une femme d'une 50aine d'années, excitée et qui se targuait d'être modérément discrète, l'accompagnait de quelques chuchotements pressants. On dit que c'est arrivé juste avant minuit, souffla-t-elle en ajustant le napperon à froufrou sous l'assiette de Miss Marple. Madame Choke a dit à Sally, qui m'a dit, en toute confiance bien sûr, qu'il y avait une sorte de jeu joué lors de la réunion, quelque chose de théâtral, et que le colonel était dans un état épouvantable toute la soirée. L'était-il? Vraiment? Murmura Miss Marple en remuant son thé sans lever les yeux. Apparemment, elle a parlé de dette, ou de trahison, ou les deux. C'est difficile à dire. Les souvenirs de Sally ont tendance à s'épanouir. Mais Georgina Lassay était très calme quand ils l'ont trouvée. Elle a dit qu'elle avait pris une retraite anticipée avec un livre sur les jardins botaniques édouardiens. Je n'ai rien entendu. Miss Marple hocha lentement la tête. Une lecture paisible pour un rassemblement imprégné de poison et de secrets. Elspeth cligna des yeux. Poison? Vous ne pensez pas? Je fais simplement référence au nom de la maison, ma chère. La belladone est une fleur tellement suggestive, tu ne trouves pas? Avant qu'Elspeth n'ait pu insister davantage, la silhouette indubitable de l'agent Thorne est apparue par la fenêtre. Il avait l'air troublé comme d'habitude, son cahier à moitié sorti de sa poche et sa démarche trahissant un homme peu habitué au théâtre villageois de cette ampleur. Miss Marple se leva à sa rencontre avant qu'il puisse atteindre la porte. « Ah, Miss Marple, balbutia-t-il, j'étais juste, eh bien, je pensais que tu pourrais, c'est-à-dire, j'apprécierais tes réflexions sur quelque chose. J'imagine que tu es assez débordé, mon cher garçon, dit-elle gentiment. Peut-être? Pourrions-nous marcher un peu? Il avait l'air visiblement soulagé. Oui, merci. Ils marchèrent le long du chemin de l'église qui serpentait derrière les salons de thé et dans la clairière tachetée au-delà. Les arbres viraient déjà, odorés et auburn, leurs feuilles remuant au vent comme des murmures lors d'une fête paroissiale. C'est la chose la plus étrange, a avoué Thorne. Aucun signe de lutte. Le colonel Radley a été retrouvé assis, tout à fait proprement, comme s'il s'était assoupi. Aucune empreinte digitale sur la lame, mais l'angle de la blessure suggère que quelqu'un d'autre la tenait. Aucune entrée forcée. Tout le monde dit que les portes ont été verrouillées après la fin du rassemblement. Madame Lassay jure que seuls 5 invités sont restés jusqu'à la fin. Le docteur Arkwright, Miss Phelps, Madame Choke, elle-même et vous. Miss Marple lui fit un petit sourire sympathique. Alors je suppose que je suis parmi vos témoins. Je ne voulais pas laisser entendre. Ne vous inquiétez pas, j'ose dire que vous avez les mains pleines. Puis-je vous demander, avez-vous déjà parlé avec les autres? En bref. Miss Phelps était nerveuse, mais a dit qu'elle était partie plus tôt. Le docteur Arkwright aide à l'autopsie. Madame Choke a parlé si vite que je n'arrive pas à faire la différence. Et Madame Lassay est composée. Trop calme? Il hésita. Peut-être, mais cette maison me déstabilise. Et il y a quelque chose d'étrange dans tout le club. Pourquoi le commencer maintenant, après toutes ces années? Pourquoi choisir ceux des invités particuliers? Pourquoi, en effet? Réfléchit Miss Marple. Et qu'est-ce qui les lie ensemble? Thorne s'arrêta près d'un muret de pierre. C'est juste ça. Ils ne semblent pas du tout connectés. En apparence, non. Mais les schémas d'association ressemblent souvent à des patchwork, constables, mieux visibles quelques pas en arrière. Pendant ce temps, dans les salons et cottages tranquilles de Much Dithering, les invités du Belladonna Club étaient occupés à construire leur propre récit. Madame Choke, dans un état d'agitation particulièrement élevé, a convoqué Sally, la coiffeuse chez elle, pour un rapide rangement, qui s'est transformé en un monologue élaboré sur le dégoût du colonel Radley pour ses canapés et son mauvais jugement de caractère.
Il regardait toujours les gens de haut, renifla-t-elle, en essuyant une boucle de meringue de sa joue. Jaloux, voilà ce qu'il était. Jaloux de tous ceux qui ont du charme. Et en plus, il avait ennemi, mon cher, l'armée regorge de secrets. Pendant ce temps, Miss Phelps parcourait les champs dans la solitude. Elle a été aperçue près de l'échalier qui bordait le cimetière du village, les bras serrés autour de son manteau malgré le temps doux. Figure mélancolique, elle se détournait à chaque fois qu'un villageois s'approchait, et le docteur Arkwright, qui, selon ses propres dires, était rentré chez lui plus tôt, fut vu par le livreur de journaux émergeant de la porte arrière de Belladonna House après minuit, bien après que la réunion était censée être terminée. Personne n'en avait encore parlé au gendarme Thorne, mais Miss Marple l'avait entendu de Lily Bell, la fille du boulanger, qui à son tour l'avait entendu de son cousin Jérémie, le livreur de journaux susmentionné. Et Miss Marple, qui négligeait rarement les histoires des jeunes gens, même lorsqu'elles étaient à moitié filées ou légèrement brodées, les classait tranquillement. Elle a passé l'après-midi dans son jardin, à tailler les fleurs, brunissantes de ses dahlias, et à écouter les oiseaux. Belladonna, pensa-t-elle, était un joli nom pour une maison, mais un nom troublant pour un rassemblement d'étrangers. Cela signifiait belle dame, mais cela signifiait aussi la mort. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres ce soir-là, projetant de longues ombres sur la verdure du village, un sentiment de malaise s'installa dans Much Dithering. Les villageois ont fermé leurs portes un peu plus tôt. Les conversations sont passées de la spéculation à l'inquiétude. Le Belladonna Club, autrefois une curiosité, était devenu une sinistre énigme. Miss Marple était assise près de son feu, son tricot à la main, une rangée de points bleus doux se mettant en place sous ses doigts. Mais ses yeux étaient lointains. Le colonel Radley avait des ennemis, c'était certain. Mais quelqu'un avait choisi que soirée, que lieu et que méthode. Et si un meurtre avait eu lieu derrière les tasses à thé en argent poli et fleuri de Belladonna House, alors il y avait toutes les chances qu'un autre secret nous attende encore. Le lendemain matin, l'aube était calme et fraîche, avec un ciel couleur ardoise, suspendu au-dessus de Much Dithering. L'automne s'était définitivement installé, du jour au lendemain, mouillant l'herbe et assombrissant les haies, comme si le village lui-même s'était replié sur lui-même dans une contemplation tranquille. À l'église Saint-Chad, les bavardages habituels qui précédèrent le service, du matin avaient cédé la place aux chuchotements et aux regards obliques. Même les rouges-gorges semblaient chanter plus doucement. Miss Marple, vêtue de son manteau de laine bleu marine et de solides chaussures de marche, est arrivée tôt, non pas précisément pour adorer, mais pour observer. Les églises, disait-elle souvent, sont des dépositaires de la vérité. Non, pas dans les bancs, mais dans les pauses, les regards, les espaces entre les mots. Et en effet, sa douce présence est passée presque inaperçue auprès des autres participants, dont l'attention s'était tournée vers des sujets plus sensationnels. Madame Choke, flamboyante dans un chapeau à plumes lilas, avait choisi le banc de devant, où elle pouvait être vue, et, si nécessaire, consultée de façon dramatique. Miss Jonety Phelps s'était assise près du chœur, ses mains gantées fermement serrées sur ses genoux, ses yeux se dirigeant de temps en temps vers le vitrail au-dessus de l'autel. Le docteur Arkwright était remarquablement absent. L'agent Thorne se tenait maladroitement près de la porte, parlant à voix basse au révérend Trevithick avant de s'éclipser, sans doute pour poursuivre ses déclarations. Miss Marple lui fit un subtil signe de tête alors qu'il passait. Répondit-il avec l'ombre d'un sourire, visiblement déjà fatigué. Le service s'est terminé sans incident, mais dehors, sur les marches de l'église, les plaisanteries habituelles ont échoué. Une chose tellement épouvantable, bien sûr, murmura Madame Partridge à Miss Marple, en gardant une voix basse. Je ne pense pas, toi, avez-vous remarqué quelque chose d'étrange lors de cette réunion? Ah, ma chère, répondit Miss Marple en effleurant une feuille de son manteau, j'ose dire que l'étrangeté dépend de ce que l'on considère comme normal. Madame Partridge cligna des yeux, déviée de sa trajectoire. Eh bien, oui, je suppose, mais
Miss Marple avait déjà commencé à marcher vers le lycée, le regard pensif. Plus tard dans l'après-midi, elle rendit visite à la seule personne du village qui connaissait le colonel Radley depuis assez longtemps pour parler avec autorité de son passé. M. Oswald Pendergast, ancien avocat, aujourd'hui en grande partie à la retraite, et pour la plupart survivait dans une belle mais délabrée maison édouardienne, juste après le terrain de cricket. Il salua Miss Marple depuis sa chaise de lecture, enveloppée dans une couverture à carreaux, avec un chat en marmelade perché à ses pieds. « Colonel Radley » dit-il lorsqu'on lui demanda. « Ah oui, un tempérament bestial, mais ponctuel à l'extrême. J'avais l'habitude de frapper le heurtoir en laiton de ma porte d'entrée un mercredi sur 2, pile à 10h10. Des affaires immobilières, principalement. Et si je suis franc, des règlements occasionnels entre lui et feu Madame Radley. » Miss Marple haussa un sourcil. « Je ne savais pas qu'il était marié. »« Oh oui, quoique brièvement. Elle était pianiste, originaire du Devon, je pense. Assez charmante. Morte dans un accident de voiture, je crois. Ou peut-être dans une chute. Jamais tout à fait clair. C'est arrivé alors qu'il vivait à l'étranger. Singapour, Malaisie, cela a été étouffé. » « T'es-tu » Pendergast se pencha en avant avec la lente précision des personnes âgées et versa un doigt de xérès dans un verre poussiéreux. Radley était dans les services de renseignement, voyez-vous, c'est ce que personne ne dit d'emblée. Tout son dossier de service était plutôt expurgé. Il portait toujours un coquelicot. Il ne parlait jamais de la guerre, mais il avait l'air d'un homme qui en savait bien plus qu'il n'était prêt à en dire. Et les ennemis ? Oh, certainement. Pas du genre à pardonner un affront. J'ai eu une dispute avec le docteur Arkwright, il y a des années. Quelque chose à propos des limites de propriété ou des chiens sauvages, je ne me souviens pas. Et Madame Choke était certainement pas en bons termes avec lui ces derniers temps. Il l'a dit qu'il l'accusait de tricher au whist. Miss Phelps. Maintenant elle est étrange. Je ne peux pas dire qu'ils étaient ennemis, mais je les ai vus parler une fois. Doucement, mais avec intensité. Peut-être quelque chose qui vient de ses années d'école. Miss Marple but une petite gorgée. « De thé, vous avez été très utile, monsieur Pendergast. » Il rit. « Pas utile, ma chère, juste vieux. La mémoire s'affine quand on n'a pas grand-chose d'autre à faire. » Pendant ce temps, l'agent Thorne avait finalement retrouvé le docteur Arkwright, qui s'occupait de ses roses lorsqu'on l'a approché. Le pharmacien avait le dos voûté et les mains d'un jardinier, mais ses yeux étaient vifs et calculateurs. « Je vous l'ai dit, gendarme, » dit-il sans préambule. « J'ai quitté Belladonna House peu avant 10 heures. Madame Lasset peut confirmer. Le colonel était vivant et bruyant quand je suis parti. Mais le livreur de journaux a vu revenir quelqu'un qui vous ressemble après minuit, » répondit Thorne, faisant de son mieux pour paraître autoritaire. L'expression d'Arkwright se durcit. « Absurde. J'ai les cheveux blancs et une canne. Un homme sur 3 dans ce village me ressemble dans le noir. Vous n'avez rien laissé derrière vous? Rien ne vaut la peine de revenir. » Thorne hésita. « Et la fiole, celle que vous avez apportée au rassemblement? » « Une antiquité inoffensive, réplique de bouteille, complètement inerte. On m'a dit qu'il portait une tête de mort et des os croisés, comme tout homme décent, a lancé Arkwright. Avons-nous terminé? Thorne. Parti, frustré et légèrement embarrassé. L'attitude brusque d'Arkwright avait le don de donner l'impression d'être jeune et idiot. Pendant ce temps, Miss Marple se dirigeait vers Belladonna House. Le domaine était silencieux et baigné de soleil. Le lierre pendait en épais. Rideaux au-dessus des fenêtres cintrées. Elle avait écrit à Madame Lasset pour lui demander une visite, par souci de souvenir. Avait-elle dit poliment, et avait été reçue rapidement dans le même salon où s'était produit le rassemblement fatal. Madame Lasset n'avait pas l'air moins composée que le soir même. Ses cheveux argentés étaient impeccablement coiffés, sa robe en tweed infroissable. Mais il y avait quelque chose de tendu dans son regard. « Miss Marple, » dit-elle en versant du thé sans qu'on le lui demande. « Une période difficile pour nous tous, en effet.
Mais de tels moments révèlent souvent, eh bien, comme je l'ai déjà dit, beaucoup dépend de ce que les gens pensent des autres. Ne le faites pas à vie. Madame Lasset lui fit un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Les invités de ce soir-là, comment ont-ils été choisis? Oh, j'ai simplement pensé à inviter ceux qui ont un potentiel de conversation, des esprits qui aiment une touche de mystère, curieux. Vous voyez, chacun d'eux semble avoir eu, disons, une relation tendue avec le colonel Radley. Madame Lasset posa la théière avec soin. « Tu penses que j'ai assemblé un piège? »« Je pense, dit doucement Miss Marple, que quelqu'un l'a fait. Reste à savoir si c'est sciemment ou non. » Une pause s'installa entre eux comme de la poussière. « Il y a une chose, dit enfin Madame Lasset à voix basse. Une lettre est arrivée ce matin, pas de signature, juste une seule phrase dactylographiée. Le jeu n'est pas terminé. » L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais ses doigts tricotés restèrent immobiles sur ses genoux. « Et avez-vous trouvé cela alarmant? J'ai trouvé ça effrayant, dit doucement Madame Lasset. Ce soir-là, Miss Marple était assise à son bureau, les mains croisées sous le menton. Elle avait l'habitude, dans des moments comme celui-ci, d'examiner les gens non pas comme des suspects, mais comme des portraits, des études de comportement, de réaction et de motivation. Dr. Arkwright, colérique, intelligent, évasif. Miss Phelps, nerveuse, intense, cachant peut-être quelque chose d'ancien plutôt que de nouveau. Madame Choke, dramatique, vaniteuse, avec un besoin d'attention profondément ancré. Madame Lasset, calme, mais trop, organisé, calculateur. Le colonel. Un homme avec des ennemis, un passé et un poignard aux côtés. Et puis la lettre. Miss Marple se leva et se dirigea vers le feu, son reflet vacillant dans le miroir au-dessus du manteau. « Le jeu n'est pas terminé », répéta-t-elle doucement. Elle avait le sentiment distinct que le premier meurtre à Belladonna House avait été conçu comme un spectacle et que le public n'avait pas encore vu l'acte final, le matin des funérailles. Du colonel Radley, l'air était chargé d'une bruine grise qui semblait s'installer dans le tissu même du village. Beaucoup de hésitations n'étaient pas étrangères aux cérémonies, mais c'était quelque chose de différent. Des funérailles non enveloppées dans le chagrin naturel d'une longue maladie ou dans le calme de la vieillesse, mais raidies par le froid surnaturel d'une mort que personne ne pouvait vraiment expliquer. Pas encore, en tout cas. Les personnes en deuil arrivèrent lentement, leurs parapluies flottant comme des champignons sombres le long du chemin menant à St. Chad's. Le service fut respectueux et bref, le révérend Trevithick offrant une homélie, en sourdine sur la justice et la paix, tout en jetant des regards incertains sur le banc de devant, où 4 des 5 invités de la réunion du Belladonna Club étaient assis épaule contre épaule. Madame Choke se tamponnait ostensiblement les yeux, Miss Phelps pâle et immobile, le docteur Arkwright sombre et impassible, et Madame Lasset en équilibre dans son velours noir, ne trahissant rien. Miss Marple était assise près de l'allée, les aiguilles à tricoter immobiles sur ses genoux. Elle n'a pas regardé le cercueil. Au lieu de cela, elle surveillait les vivants. Le colonel avait été incinéré, un détail qui en soi avait suscité de nombreuses rumeurs. Certains ont murmuré que c'était à la demande de la famille. D'autres ont déclaré que la police l'avait informé, compte tenu de l'enquête en cours. Miss Marple savait que c'était le docteur Arkwright qui avait signé le certificat de décès, malgré sa déclaration de départ anticipée de Belladonna House. Elle a trouvé ça intéressant. Après le service, les personnes en deuil se sont dispersées avec la maladresse habituelle, formant de petits groupes sous les avant-toits dégoulinants et le large auvent de l'if du cimetière. Miss Marple resta assise jusqu'à la toute fin, puis se leva lentement et suivit le chemin sinueux vers la place du village, où l'agent Thorne se tenait complètement déplacé sous un parapluie noir trop grand pour sa stature. « Miss Marple, » dit-il en se redressant avec un sursaut coupable, alors qu'elle approchait. « Je n'étais pas, je veux dire, j'espérais te trouver. »
Alors je suis heureuse de vous avoir épargné cet ennui, répondit-elle doucement. Je crois que nous avons atteint ce moment où l'évidence commence à paraître trop pratique. Thorne bougea inconfortablement. Vous faites référence au docteur Arkwright. Je fais référence à toute l'affaire, mais oui, il se démarque, n'est-ce pas? Sharp, distant, lié au poison et peut-être au passé du colonel. Tout cela est plutôt trop soigné. Thorne fronça les sourcils, puis regarda autour de lui et baissa la voix. Nous avons reçu un visiteur hier, quelqu'un de l'ancien régiment du colonel, le major Walter Heathcote. Il dit qu'il a reçu une lettre, non signée, dactylographiée et oblitérée. Il y a 3 jours, l'avertissant de ne pas assister au rassemblement de Belladonna. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Il a été invité? Oui. Il a refusé. Il a dit qu'il trouvait cela trop théâtral. Mais la lettre suggérait que le rassemblement conduirait à reconnaître les péchés passés. Heathcote a supposé qu'il s'agissait d'une blague excentrique, jusqu'à ce qu'il apprenne que Radley était mort. Et pourtant, Madame Lassay n'a jamais mentionné qu'il figurait sur la liste des invités, songea Miss Marple. Omission intrigante. Elle a affirmé que c'était une décision de dernière minute de ne pas l'inclure. Miss Marple tapota le bout de son parapluie contre le chemin. Le rassemblement a donc été conçu en pensant à un groupe particulier de personnes, peut-être toutes ayant des liens avec un secret partagé, mais quelqu'un ne voulait pas que Heathcote soit présent. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu intervenir? Thorne avait l'air troublé. Cela commence à ressembler à plus qu'un simple rassemblement social qui a mal tourné. Ça a toujours été le cas, dit-elle doucement. Cet après-midi-là, Miss Marple a rendu visite à Miss Unity Phelps. Le professeur de latin vivait seul dans une modeste maison remplie de livres, ombragée par des lilas envahis par la végétation. Elle ouvrit la porte avec le regard méfiant de quelqu'un qui s'est habitué à être incompris. « Je suppose que vous êtes venu poser des questions, » dit-elle. « Je suis venu écouter, » dit Miss Marple. Miss Phelps hésita, puis s'écarta et la laissa entrer. Le salon était exigu mais propre. Ses étagères s'affaissaient sous le poids des ouvrages savants. Un feu crépitait doucement et un léger parfum de lavande flottait dans l'air. « Je ne voulais pas aller aux funérailles, » dit brusquement Miss Phelps. « Je n'y suis allée que parce que je pensais que ne pas y aller serait pire. Cela semble suspect. » Miss Marple hocha la tête. « Et est-ce que c'était étrange d'être assis avec les autres? » « Oui. » Elle hésita. « Le colonel Radley m'a toujours fait me sentir petit, même quand j'étais une fille. Il avait l'habitude de visiter l'école quand j'étais en 6e. Il disait des choses qui semblaient polies, mais ne l'étaient jamais. Plus tard, après, mon retour ici pour enseigner, il faisait des commentaires sur mes vêtements, mon célibat. Rien de direct, juste assez pour me blesser. Et à la réunion, il semblait mal à l'aise, en colère même. Il a bu rapidement. Lorsque le docteur Arkwright a raconté son histoire à propos de l'apothicaire en Espagne, le colonel s'est moqué et a dit « Vous n'avez jamais quitté l'Angleterre, vieux fraudeur. » Il y avait de la tension dans l'air, je ne sais pas pourquoi, car Madame Lassay continuait à prétendre que c'était si amusant. Miss Marple sourit faiblement. Parfois, les gens utilisent le charme comme d'autres utilisent les armes. Miss Phelps baissa les yeux sur ses genoux. « J'ai apporté quelque chose ce soir-là. Une fleur pressée. Belladone. C'était dans le journal de ma mère. C'est un choix curieux. Elle m'a appris à identifier les plantes. Elle a dit que la belladone était belle et mortelle, comme des secrets. Elle est morte subitement, vous savez. Cela a été jugé comme un accident vasculaire cérébral, mais je n'y ai jamais cru. » Miss Marple resta silencieuse pendant un long moment. « Et votre mère avait-elle un lien avec le colonel? » »« Je ne sais pas, mais il connaissait son nom. » Miss Marple se leva. « Merci, ma chère. Vous m'avez donné beaucoup de matière à réflexion. » Le lendemain, l'agent Thorne s'est rendu au domicile de Madame Choke. Il la trouva vêtue d'une robe de chambre en velours, flanquée de tasses à thé et d'oreillers décoratifs. « Je vais vous dire ce que j'ai dit aux autres, » dit-elle en
agitant une main ornée de bijoux. Je n'ai rien vu, rien entendu. Le colonel était comme d'habitude désagréable, mais je suis resté par politesse. C'était une occasion sociale. Et tu es parti juste après 10 heures. Madame Lassay était en train de fermer la porte, et Miss Phelps était déjà partie. J'ai proposé de marcher avec elle, mais elle a refusé, toujours aussi indépendante. Le colonel vous a-t-il parlé directement ce soir-là? Il a insulté mes tartes au citron. Il a dit qu'elles étaient plus sèches qu'un sermon saharien. Et puis il a marmonné quelque chose à propos de « tout le monde n'est pas le bienvenu » et a quitté la pièce. Savez-vous ce qu'il voulait dire? J'ai supposé qu'il s'agissait d'Arkwright. Ces deux-là ont toujours eu des piques l'un contre l'autre. De vieilles blessures de guerre, probablement. Thorne a pris des notes, l'a remercié, et est reparti avec la nette impression que Madame Choke aimait être à côté du drame sans y être dedans. De retour dans son cottage, Miss Marple progressait lentement en enfilant une paire de gants roses pour sa petite nièce lorsqu'elle entendit frapper à la porte. C'était Madame Lassay. « Je ne devrais pas être ici, » dit-elle aussitôt, « mais j'ai pensé que tu souhaiterais. Peut-être voir ça. » Elle lui tendit une deuxième lettre, également dactylographiée, non signée. Il y a plus d'un secret enfoui à Belladonna House. Miss Marple prit le message avec précaution. « Pensez-vous que c'est une menace ?» demanda Madame Lassay, essayant de ne pas avoir l'air effrayé. « Je pense, » a déclaré Miss Marple, « que c'est un avertissement, et que l'auteur pense que nous avons seulement commencé à creuser. » Elle étudia le visage de Madame Lassay. « Et toi, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a, toi, tu ne me le dis pas ?» Les yeux de Madame Lassay brillaient de quelque chose entre le chagrin et le défi. « Certains secrets, murmura-t-elle, ne meurent pas avec ceux qui les gardent. » Miss Marple la regarda partir, puis se tourna vers son tricot. Le modèle commençait à se révéler, non pas dans le fil, mais dans le motif, la mémoire et la peur. Quelqu'un à Belladonna House avait attendu des années que justice soit rendue, et quelqu'un d'autre avait décidé qu'il était temps de le livrer. Le lendemain de la visite de Madame Lassay apporta une clarté éclatante au village, un de ces jours d'automne où chaque feuille semblait plus nette, chaque chant d'oiseau plus fort. Et pourtant, pour Miss Marple, ce n'était pas la luminosité de l'air qui occupait son esprit, mais la faible empreinte laissée par un morceau de papier. Elle avait placé le message anonyme que Madame Lassay lui avait apporté là, veille au soir sous un presse-papier en verre en forme de rouge-gorge. Son message, « Il y a plus d'un secret enfoui à Belladonna House », restait clairement présent sur son bureau, comme s'il pouvait murmurer d'autres vérités si on le regardait assez longtemps. Le fait que quelqu'un ait tapé ceci délibérément et sans signature signifiait qu'il calculait. Et effrayé. Mais de qui? Ou de quoi découvert? Miss Marple ajusta ses lunettes et posa son tricot. Ce n'était pas son habitude d'agir à la hâte, mais parfois la moindre déviation dans un modèle, qu'il s'agisse du fil ou de la nature humaine, nécessitait une inspection minutieuse. Plus tard dans la journée, Miss Marple s'est rendue à la bibliothèque du village, non pas pour des livres, bien qu'elle ait emprunté un petit volume sur les propriétés de la Morelle pour la forme, mais pour parler avec la jeune Elsie Bradshaw, l'assistante de la bibliothécaire Elsie, âgée d'à peine 20 ans, était une jeune fille aux yeux brillants qui passait plus de temps à réorganiser les étagères que ce qui était strictement nécessaire et avait un côté observateur rarement crédité par ceux qui la considéraient comme simplement décorative. « Oh oui, Miss Marple, » dit-elle avec une touche de fierté. « Je me souviens avoir vu quelque chose de drôle la semaine précédant la réunion du Belladonna Club. Madame Lassay est entrée et a demandé des enregistrements sur de vieux journaux, en particulier Le Déchiré le Héros de 1949 à 1951. Elle cherchait un article sur un récital de musique locale qui avait terriblement mal tourné. J'ai dit que c'était purement nostalgique, mais j'ai trouvé ça étrange. A-t-elle trouvé ce qu'elle cherchait? Je pense que oui. Elle a passé une bonne heure avec le microfilm. Elle a pris quelques notes dans un très joli journal relié en cuir. A-t-elle mentionné qui était dans le récital?
Non, mais j'ai regardé l'écran quand je lui ai apporté du thé. Il y avait quelque chose à propos d'une jeune pianiste qui s'est effondrée pendant le spectacle. Une femme. Je n'ai saisi qu'une partie du nom. Il commençait par M, monsieur. Miss Marple la remercia avec un sourire chaleureux et glissa l'information pour une réflexion ultérieure. Un pianiste dont le nom commençait par M, qui s'est effondré en cours de représentation vers 1950, dans Chipping Down. Une femme, un artiste. Se pourrait-il qu'il s'agisse de la défunte épouse du colonel Radley? Et si oui, pourquoi Madame Lasset faisait-elle des recherches sur elle? Était-ce le deuxième secret? De retour dans son salon, Miss Marple examina ses propres souvenirs. Elle se souvenait de chuchotements d'il y a des années, de ragots légers et fragmentés sur la femme d'un officier décédé à l'étranger dans des circonstances particulières. Une femme formée au piano classique. Les pièces commençaient à former une ébauche. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. C'était l'agent Thorne, pâle et troublé. « Il y a eu un cambriolage », a-t-il déclaré sans préambule. « À la maison Belladonna ». Miss Marple attrapa ses gants sans un mot. Belladonna House se dressait maussade dans la lumière oblique de la fin de l'après-midi, ses colonnes autrefois fières étant ombragées par les vignes et l'humidité. Madame Lasset les accueillit à la porte, visiblement secouée mais calme. « J'ai quitté la maison pendant moins d'1 heure, a-t-elle expliqué. Je suis allé chercher des dentelles que j'avais laissées à l'église. Quand je suis revenu, la fenêtre arrière du salon avait été forcée. Rien n'a été pris, pour autant que je sache, mais quelqu'un a fouillé. Mon bureau. Ils ont laissé le tiroir légèrement ouvert. Miss Marple et Thorne la suivirent dans le bureau. C'était une pièce majestueuse, bordée de livres usés et d'un léger parfum d'encre et de lavande séchée. Le bureau était en effet de travers, son tiroir supérieur droit entr'ouvert. À l'intérieur, Thorne trouva un peu de correspondance et un mince journal relié en cuir bleu marine. « C'est celui que j'ai vu à la bibliothèque », dit doucement. Miss Marple. La bouche de Madame Lasset se serra. « Je suppose que ça ne sert à rien de faire semblant, » dit-elle. « Oui, j'ai exploré quelque chose du passé, quelque chose que j'ai essayé d'oublier. » Elle prit le journal des mains de Thorne et l'ouvrit sur une page marquée. Là, niché dans le pli, se trouvait un article jauni provenant du « Déchirer le héros » daté de 1950. Tragédie lors du récital annuel de la Music Society. Un jeune pianiste s'effondre sur scène. Miss Marple parcourut la page. Miss Marjorie Hollis, une pianiste prometteuse du Devonshire, s'est effondrée au milieu d'une représentation de Clair de lune de Debussy à la salle paroissiale de Chipping Down mardi soir. Des témoins ont décrit un calme soudain suivi d'une détresse visible. Elle a été escortée hors de la scène et n'est pas revenue. Un membre du public, le colonel Francis Radley, aurait aidé à ses soins. Mademoiselle Hollis aurait ensuite été emmenée dans une clinique privée. Aucune autre déclaration n'a été publiée. Miss Marple leva les yeux. Marjorie Hollis, la femme du colonel? Madame Lasset hocha la tête. Oui, même si on ne l'a jamais appelée ainsi ici. Elle est revenue dans le Devon peu de temps après le récital, puis a épousé le colonel Radley à l'étranger. Il y avait des rumeurs, selon lesquelles il avait été son parrain à plus d'un titre. Certains ont dit qu'il l'avait sauvée, d'autres qu'il l'avait ruinée. Et elle est morte, soudain, en Malaisie. Le décès a été répertorié comme une cause naturelle, mais les détails étaient rares. Miss Marple ferma doucement le journal. « Et tu crois que quelqu'un à la réunion de Belladonna en savait plus sur son sort? » « Oui, je pense qu'au moins un invité avait un lien avec Marjorie. J'ai créé le club comme un test, une façon de réveiller des souvenirs enfouis. Ensuite, quelqu'un savait ce que vous faisiez et a tué le colonel avant que la vérité ne fasse surface. » Madame Lasset regarda vers la fenêtre du salon où la brume commençait à se lever. « Et maintenant, ils veulent aussi me faire taire. » Miss Marple posa légèrement une main sur son bras. « Ou vous avertir d'arrêter.
Une deuxième effraction s'envole, c'est quelqu'un qui a peur de ce que vous pourriez découvrir. Pas violent, pas encore, mais désespéré. L'agent Thorne, qui feuilletait tranquillement le bureau, a soudainement pris la parole. « Mademoiselle Marple, regardez ça. » Il montra un petit bout de carte, une vieille photographie. Il était tombé derrière le tiroir et restait enroulé dans les coins. Il montrait un groupe de personnes rassemblées dans ce qui ressemblait à une loge de théâtre. Au centre, rayonnante dans une robe en soie, se trouvait Marjorie Hollis. Et juste derrière elle, qui l'observait attentivement, se tenait un jeune colonel Radley. Mais c'est la femme assise à la gauche de Marjorie qui a attiré l'attention de Miss Marple, Mlle Unity Phelps. Des cheveux plus foncés, un sourire plus doux mais indéniablement elle. Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle et alluma un petit feu. Tandis que les flammes crépitaient, elle réfléchit aux faits. Miss Phelps avait menti. Elle avait laissé entendre qu'elle ne savait rien de Marjorie Hollis, mais la photo prouvait le contraire. Elle avait fait partie du même cercle musical, peut-être même une amie. Et pourtant, elle avait dit que Marjorie n'était qu'un nom du passé. Pourquoi mentir? Le Belladonna Club n'était donc pas simplement un rassemblement excentrique. C'était une scène. Madame Lasset avait assemblé son plâtre avec soin. Mais quelqu'un avait réécrit le scénario, et le colonel Radley, dont la vie avait été une longue étude du contrôle et du secret, avait perdu le contrôle de l'acte final. Miss Marple se dirigea vers son bureau et reprit la lettre anonyme. Elle le retourna et passa ses doigts le long du bord. Un détail lui vint soudain à l'esprit, quelque chose qu'Elsie Bradshaw avait dit en passant à la bibliothèque. Elle a écrit des notes dans un journal relié en cuir. Pas seulement des notes. Le même journal relié en cuir est désormais entre les mains de Madame Lasset, et quelqu'un d'autre était au courant. J'avais essayé de le trouver. Miss Marple plia soigneusement la lettre et la posa à côté de la photo. Il y avait en effet plus d'un secret enfoui dans la maison Belladonna, et l'un d'eux était toujours en vie et regardait. Le début du crépuscule d'octobre tomba rapidement sur Much Dithering, transformant ses haies en charbon de bois et ses fenêtres en doux carrés dorés de lampes. À l'intérieur de Rose Cottage, le salon de Miss Marple brillait du calme tranquille des lampes à huile et d'une horloge qui tournait doucement. Ce soir, elle ne tricotait pas et n'écrivait pas de correspondance. Au lieu de cela, elle disposait soigneusement les objets sur sa table à thé comme s'il s'agissait de pièces sur un échiquier. D'un côté, la lettre anonyme. En face, la photo découverte derrière le tiroir du bureau de Madame Lasset. Marjorie Hollis rayonnante. Au centre, avec une jeune Miss Unity Phelps indiscutablement assise à côté d'elle. Au milieu, l'agenda en cuir marine avec sa coupure de journal marque-page. La frontière entre passé et présent commençait à s'estomper. Miss Marple le sentait. La vieille tragédie entourant Marjorie Hollis n'était pas qu'un simple écho, c'était la clé. Et quelqu'un avait fait de grands efforts pour s'assurer qu'il reste enterré. Mais d'après l'expérience de Miss Marple, le passé n'est jamais resté enfoui. Pas vraiment. Le lendemain matin, le village s'est réveillé au son d'un léger scandale. Madame Partridge, dont la capacité à collecter des informations rivalisait avec celle de la fonction publique, avait répandu la nouvelle. Miss Unity Phelps avait soudainement quitté le lycée, invoquant un épuisement émotionnel. Elle n'avait pas quitté le village, mais elle ne recevait pas non plus de visiteurs. Miss Marple, sans se décourager, a décidé de se promener. La maison de Miss Phelps était nichée derrière une rangée de charmes près du vieux verger. Miss Marple est arrivée en milieu de matinée avec un pot de confiture de groseille et l'autorité tranquille de quelqu'un qui ne semblait jamais arriver à l'improviste, même lorsqu'elle n'avait pas appelé à l'avance. La porte s'ouvrit lentement. Miss Phelps paraissait plus mince que d'habitude, ses yeux cernés d'insomnie, ses mains flottant sur son col comme des oiseaux nerveux. « Oh !» dit-elle, surprise. « Mademoiselle Marple, j'ai pensé que tu pourrais apprécier de la confiture. Je trouve qu'elle restaure les nerfs mieux que n'importe quel tonique.
Miss Phelps hésita puis s'écarta. L'intérieur du cottage était sombre, avec des livres empilés sur toutes les surfaces disponibles. Une tasse de thé à moitié bue refroidissait, à côté d'une photographie décolorée d'une femme jouant au piano. « Je ne suis pas venu seulement pour votre compagnie », dit doucement Miss Marple en s'installant dans un fauteuil à haut dossier, « mais pour vous poser des questions sur Marjorie Hollis. » Miss Phelps se figea. Son expression changea avec une tension visible, chagrin, inquiétude, culpabilité. « Comment connais-tu ce nom ? Je vous ai reconnu sur la photo prise lors du récital Chipping Down, et je sais que Madame Lasset enquêtait sur cet incident. Le même incident où Marjorie s'est effondrée pendant sa représentation. Vous étiez là. » Miss Phelps ferma les yeux pendant un long moment. Lorsqu'elle les ouvrit, ils débordèrent de quelque chose de fragile, peut-être du poids de quelque chose porté seul depuis longtemps. « C'était mon ami, » dit-elle. « Nous avons étudié ensemble à Exeter. Marjorie avait un don rare. Elle pouvait mettre une pièce entière au silence avec son jeu, mais elle avait aussi une certaine noirceur. Elle était fragile, anxieuse, trop facilement influençable. » « Influencée par le colonel Radley ?» Miss Phelps hocha la tête avec raideur. Il s'est intéressé à elle pendant le circuit de récital Chipping Down. Il a dit qu'il pouvait l'aider. Relations, sponsoring, concerts à l'étranger. Au début, elle était flattée. Puis c'est devenu autre chose. Possessif. Il lui a dit que personne ne la croirait si elle le quittait. Qu'elle était folle. Il l'a allumée même si nous n'avions pas ce mot à l'époque. Et l'effondrement, elle m'a dit qu'elle avait pris quelque chose, un tonique qu'il lui avait donné. Elle a dit que c'était pour calmer ses nerfs, mais elle soupçonnait que c'était plus que ça. Elle a dit qu'elle se sentait droguée, déconnectée. Après ce récital, elle n'était plus la même. Elle est partie avec lui en Malaisie 1 an plus tard. Je ne l'ai plus jamais revue. Et sa mort. Miss Phelps baissa les yeux. J'ai reçu une lettre datée de 2 semaines avant sa mort. Elle a dit qu'elle avait peur. Elle a dit qu'elle essayait de trouver un moyen de rentrer. Des larmes brillaient dans ses yeux. Quand j'ai appris qu'elle était décédée subitement de cause naturelle, disait-il, j'ai su qu'il l'avait fait taire. Mais je n'avais aucune preuve, et personne ne m'aurait cru. Alors tu l'as gardée pour toi. Je l'ai enterrée, murmura-t-elle. Et puis l'invitation est arrivée, de Madame Lasset. Je ne savais pas qu'elle le savait. Mais quand j'ai vu la liste des invités, j'ai réalisé que je n'étais pas le seul à connaître Marjorie. Miss Marple tendit la main par-dessus la table à thé et posa légèrement sa main sur celle de Miss Phelps. « Il n'y a pas de honte dans le silence, ma chère, » dit-elle doucement, seulement en le perpétuant. Pendant ce temps, à Belladonna House, Madame Lasset avait reçu une 3e lettre. Cette fois, la note était pliée dans un livre sur son étagère, le jardin secret de toute chose. Si la vérité éclate, elle empoisonnera le jardinier. Elle l'a remis au gendarme Thorne cet après-midi-là, ses mains tremblant légèrement. « Je ne comprends pas, dit-elle. Qui est le jardinier? Moi ou la personne qui a planté le mensonge initial ?» dit gravement Thorne. Mais le ton change. Ce n'est plus seulement un avertissement, c'est une menace. Miss Marple, présente par arrangement discret, lut la note 2 fois. C'est métaphorique, dit-elle, mais l'implication est claire. Quelqu'un a peur que la vérité ne fasse surface, et il est prêt à menacer d'y mettre un terme. Thorne croisa les bras. Nous avons exclu le vol comme motif de l'effraction, ce qui laisse peur. Quelqu'un dans cette maison, la nuit du meurtre, veut que le passé reste enterré. Madame Lasset se tourna lentement vers Miss Marple. Alors, je dois poser la question que j'ai évitée, ai-je causé sa mort? En rassemblant ces gens, en déterrant ceux qui étaient censés garder le silence? Miss Marple la regarda droit dans les yeux. La vérité n'est pas une lame, Madame Lasset. C'est un miroir. Elle ne tue pas, mais elle peut révéler. Quelqu'un d'autre. J'ai apporté la lame. Ce soir-là, Miss Marple a rendu visite au docteur Arkwright. Il était dans sa véranda taillant une collection d'orchidées rares. La lumière à travers la verrière peignait son visage en fragments curieux.
ombre, couleur, clarté. « Miss Marple, dit-il sans lever les yeux, à quoi dois-je ce plaisir? Je voulais poser des questions sur une patiente, ou plutôt quelqu'un qui aurait pu être votre patiente. » Une femme nommée Marjorie Hollis. Les sécateurs s'arrêtèrent. Pas ma patiente. Mais oui, je la connaissais. Brièvement. Elle est venue me voir juste avant de partir pour la Malaisie. Elle voulait une ordonnance pour quelque chose qui l'aiderait. À dormir. Je lui ai déconseillé. Je lui ai dit qu'elle avait besoin d'une consultation appropriée. Elle n'est jamais revenue. Saviez-vous que le colonel Radley l'avait épousée? Je m'en doutais. Il m'a posé une fois une question sur les effets secondaires d'un sédatif que j'avais mentionné dans un article de journal. Il a répondu que c'était pour un parent nerveux. Et vous lui avez donné l'information? Le docteur Arkwright posa les tondeuses. Je ne lui faisais pas confiance, dit-il catégoriquement. Je ne l'ai jamais fait, mais ce n'était pas le genre d'homme que l'on niait catégoriquement. Il avait une façon de faire en sorte que les gens se sentent exposés, vulnérables. Je me demandais parfois si c'était ce qu'il appréciait le plus. Miss Marple l'observa, et, la nuit du rassemblement Belladonna, « Je suis parti tôt, dit-il, mais je suis revenu. Pour récupérer quoi? » Il soupira. « Une lettre. De Marjorie. Elle m'a écrit une fois, après sa dépression. Elle a avoué qu'elle soupçonnait Radley, de la manipuler, peut-être même de l'empoisonner. J'ai gardé la lettre pendant des années, puis je l'ai brûlée, mais j'en ai parlé à Madame Lassé, bêtement. Elle a dit que je regrettais de l'avoir détruite. Elle m'a demandé d'apporter tout ce que je pourrais encore avoir. J'ai dit que je le ferais. Mais tu ne l'as pas fait. Non. Parce que je savais que quelqu'un d'autre regardait. Et j'avais peur qu'il me détruise aussi. Le regard de Miss Marple resta stable. Ensuite, quelqu'un à ce rassemblement craignait plus que d'être exposé. Il craignait ce que vous saviez. Alors qu'elle rentrait, chez elle, sous un ciel chargé d'étoiles, Miss Marple passa en revue ce qu'elle avait rassemblé. La photographie, les lettres, le récital. La femme au centre de tout cela, Marjorie Hollis, est restée silencieuse pendant des années et parle désormais à travers les fragments et la peur. Le colonel Radley n'était pas mort à la suite d'un acte isolé de rage ou de vengeance, mais à la suite d'un réseau de secrets trop étroitement liés. Quelqu'un avait tiré trop fort sur un fil, et toute la toile s'était mise à trembler. Le lendemain matin, le vent s'est levé avec un vent nerveux et un silence inquiétant dans les haies, comme si le village lui-même retenait son souffle. Miss Marple était assise à son bureau près de la baie vitrée, relisant les notes qu'elle avait prises de son écriture fine et précise. Elle avait consigné chaque entretien dans un discret cahier à colonnes, aussi méthodique qu'un professeur d'école préparant un plan de cours. Mais contrairement à un manuel scolaire, celui-ci contenait les noms des vivants et l'ombre des morts, Marjorie Hollis, le colonel Radley et les suspects, discrets qui entourèrent leur histoire entrelacée comme des papillons de nuit devant une lampe au volet fermé. Elle fit une pause et tourna la page. 3 lettres distinctes avaient été remises anonymement à Madame Lassé, chacune devenant plus pointue, plus urgente, plus venimeuse. Quelqu'un avait un agenda, et le temps manquait. À ce moment précis, comme si elle était appelée par ses pensées, un coup sec retentit à la porte d'entrée. Elle se leva aussitôt et l'ouvrit pour trouver l'agent Thorne sur la marche, le visage tiré par l'inquiétude et les bottes mouillées de rosée. « Encore un incident », dit-il sans même attendre d'être invité. « Vous feriez mieux de venir tout de suite. La maison Belladonna était plus sombre que jamais, mais maintenant quelque chose lui semblait activement hostile, comme si les murs même se hérissaient sous la tension. À l'intérieur, une douce vague de tension se déplaçait dans le couloir principal. Agatha, la servante de Madame Lassé, se tordait les mains près de la porte de la bibliothèque. « Elle est à l'intérieur, » murmura-t-elle. « Elle s'est enfermée. Elle ne dirait pas un mot. » Miss Marple échangea un regard avec le gendarme Thorne avant de frapper doucement à la porte. « Mademoiselle Phelps, elle a appelé. C'est Jane Marple. Puis-je entrer ?»«
Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Puis le loquet s'est décroché et la porte s'est légèrement ouverte. Miss Phelps se tenait là, pâle et secouée, tenant quelque chose à la main. Une lettre. Un quatrième. Miss Marple entra et ferma doucement la porte derrière elle. La bibliothèque était sombre, les rideaux tirés contre la lumière du petit matin. Un petit feu crépitait dans la cheminée, offrant la seule chaleur de la pièce. « J'ai trouvé ça sur le rebord de ma fenêtre », a déclaré Miss Phelps, la voix tremblante. Plié en deux, caché sous une pierre, Miss Marple le lui a pris. L'enveloppe ne portait ni adresse ni cachet, juste une phrase dactylographiée sur une seule feuille de papier crème. « Tu étais là. Tu l'as regardé tomber. Tu es resté silencieux alors. Faut-il recommencer ?» L'agent Thorne a pris le journal avec des mains gantées, mais l'attention de Miss Marple s'était déjà déplacée. « Pourquoi êtes-vous venue ici ce matin, Miss Phelps ?» elle a demandé. Miss Phelps baissa les yeux. « Je ne sais pas vraiment. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à cette nuit, à propos de Marjorie, et je me suis souvenu de quelque chose. » Elle s'approcha de la cheminée et sortit une petite photo encadrée de la cheminée. Une photo du rassemblement original de Belladonna, prise par Agatha juste avant que le groupe ne se disperse. C'était posé, mais pas formel. Un moment, de rire inquiet figé dans le temps. « Regardez, dit-elle en désignant un détail à l'arrière-plan, sur la table derrière le colonel. Ce plateau en argent, il n'était pas là plus tôt dans la soirée. » Miss Marple se pencha plus près. En effet, là, sur le buffet, à peine visible derrière un bouquet de lilas, se trouvait un plateau en argent portant une bouteille en verre, à moitié remplie d'un liquide ambré. À côté, un gobelet usagé. « Cette bouteille, » murmura Miss Phelps, il appartenait à Madame Choke. Elle l'a mentionné en passant lors de la réunion. Elle a affirmé qu'il s'agissait d'une cordiale famille. Elle a dit que cela apaisait les nerfs. J'ai trouvé cela étrange à l'époque. « Et maintenant ?» demanda Thorne. « Maintenant, je me demande si quelqu'un d'autre l'a utilisé. » A utilisé l'idée pour dissimuler complètement autre chose. Miss Marple se tourna vers lui. « Vous aurez envie d'examiner ce plateau et tout ce qui se trouve dans cette bouteille. Tranquillement. » Thorne hocha la tête, puis quitta la pièce avec détermination. Miss Phelps s'assit lentement dans un fauteuil. « Il joue avec moi, Miss Marple. Celui qui a envoyé ce message veut que je m'en souvienne et que j'en souffre. » Miss Marple était assise en face d'elle. « Non, ma chérie, ils veulent que tu confesses, pas au crime, mais à la vérité que vous avez cachée. » Elle fit une pause. « Vous m'avez dit ce que Marjorie vous a écrit, mais je soupçonne que vous ne m'avez pas encore tout dit sur ce qui s'est passé. Toi, j'ai vu la nuit où elle s'est effondrée. » Les lèvres de Miss Phelps s'entr'ouvrirent légèrement, ses yeux se remplissant à nouveau de ce regard hanté. « Elle ne s'est pas simplement effondrée, » dit-elle lentement. « Elle a crié la première. C'était à peine audible, mais je l'ai entendue. Et elle a tendu la main vers quelqu'un dans le public. J'étais dans les coulisses. J'ai suivi son regard. Ce n'était pas vers Radley. Alors à qui ?» Miss Phelps hésita. « À Madame Lasset. » Il y eut un long silence. « Je ne l'ai jamais compris, » a-t-elle poursuivi. « Ils se connaissaient à peine à l'époque. C'est du moins ce que je pensais. Mais à ce moment-là, Marjorie semblait terrifiée, trahie. » La voix de Miss Marple était calme, presque un murmure. « Alors peut-être que le cercle de ceux qui connaissaient toute la vérité est plus large que vous ne le pensiez. » Pendant ce temps, l'agent Thorne se dirigeait vers le domicile de Madame Choke. Il la trouva dans le salon, en train de réappliquer du rouge à lèvres avec beaucoup de soin devant un petit miroir en laiton. « Ah, la loi revient, » dit-elle, en bouchant le tube. « D'autres questions, je suppose, à propos de la bouteille que vous avez apportée au Belladonna Club. » Madame Choke cligna des yeux. « Quelle bouteille ?»« Le cordial dont vous avez dit appartenait à votre famille, celui qui figurait sur le plateau de boisson près du colonel Radley avant sa mort. Je n'ai rien apporté de tel. Mais Miss Phelps se souvient que vous en avez parlé.
et que vous en avez fait une petite démonstration. » Les sourcils de Madame Choke se haussèrent. « Alors je suggère que Miss Phelps se trompe. J'ai apporté une bagatelle et une conversation. Pas cordiale. » La mâchoire de Thorne se serra. « Savez-vous que le verre du colonel a été trouvé sur ce plateau? Je le suis maintenant. Mais je n'ai jamais rien mis dessus. » Il la regardait attentivement. « Alors qui l'a fait ?» Madame Choke attrapa une cigarette et l'alluma en tremblant. « Cette maison, elle engendre la suspicion comme la moisissure. Tout le monde cache quelque chose. » De retour à Rose Cottage, Miss Marple réfléchit à la chaîne des événements tout en faisant bouillir une bouilloire. Si Madame Choke n'avait pas apporté la bouteille, quelqu'un d'autre l'avait présentée. Peut-être même avait-elle inventé l'histoire autour d'elle, une histoire avec juste assez de couleur, juste assez de familiarité pour échapper à l'examen minutieux d'une compagnie polie. Mais la note adressée à Miss Phelps, la 4e de la séquence, suggérait autre chose. Le tueur ne cachait pas simplement son acte, il manipulait les autres, en les pressant, les poussait. Le meurtre n'avait pas été la fin, ce n'était que le début d'un long jeu de pression et de culpabilité. Quelqu'un voulait que ses secrets soient mis au grand jour, et quelqu'un d'autre, peut-être, voulait que le Belladonna Club tout entier s'effondre sous le poids de ses propres révélations. Alors que le crépuscule revenait sur le village, Miss Marple se tenait près de sa fenêtre et regardait la lueur des lampes à travers la verdure. La bibliothèque, le presbytère, les fenêtres étroites de Madame Choke, tout éclairé dans l'obscurité. Des vies pleines de chagrin, de secrets et de fierté. Le passé saignait dans le présent, et la vérité ne se cachait plus derrière. Les portes, on frappait fort. L'après-midi suivant apporta à Much Dittering une étrange tranquillité d'attente. Les rythmes habituels du village semblaient étrangement suspendus. Le courrier était livré en retard. Le cercle de couture de Madame Partridge avait reporté sa réunion hebdomadaire, et même les oiseaux se taisaient dans les haies enchevêtrées qui bordaient l'allée menant à Belladonna House. À l'intérieur de Rose Cottage, Miss Marple s'est déplacée avec un soin délibéré. Elle a mis de côté son tricot, une paire de chaussettes pour bébé pour le baptême de sa petite nièce, et a plié un châle en laine douce sur le dossier de son fauteuil. Puis, alors que l'horloge sonnait 2h30, elle souleva son sac à main, enfila son manteau et se dirigea vers la rue. Elle avait organisé elle-même un thé, une affaire calme, apparemment spontanée, à laquelle 4 invités particuliers avaient été invités. Tous avaient assisté à la soirée malheureuse à Belladonna House. Selon Miss Marple, tous détenaient un élément clé de la vérité. Et l'un d'eux, calme, calculateur et patient, était un tueur. Le lieu, de par sa conception, n'était ni son cottage ni la Belladonna House, mais le salon du presbytère. Le curé, lorsqu'on l'avait approché, avait cligné des yeux de surprise, mais avait immédiatement accepté. « Vous savez toujours ce que vous faites, Miss Marple, » avait-il dit doucement. « Et si cela aide à purifier l'air, nous éteindrons le bon thé. » À 3 heures, les invités étaient arrivés. Madame Choke apparut en premier, drapée dans un châle à plumes dramatiquement sombre, traînant un nouveau parfum aux accents floraux qui contrastaient désagréablement avec l'odeur du thé. Le docteur Arkwright le suivit, le dos raide et silencieux, jetant à peine un coup d'œil aux autres en entrant. Miss Phelps est arrivée en retard, pâle et nerveuse, ses gants tordus sur ses genoux. Et finalement, Madame Lasset est entrée dans la pièce comme une femme marchant sur scène, posée et parfaitement vêtue d'un tailleur émeraude profond. Le vicaire, sentant la tension, offrit une tournée de tasses de thé et s'excusa aussitôt sous prétexte de s'occuper de ses notes de sermon. Cela laissait Miss Marple seule avec le quatuor de suspects et la tempête qui s'était doucement formée depuis la nuit du meurtre du colonel Radley. « Je dois vous remercier tous d'être venus, » commença Miss Marple, sa voix aussi calme et agréable que toujours. « Je me rends compte que cette semaine a été difficile pour tout le monde. » Un murmure de réponse polie suivit, à moitié, formé, méfiant. « J'ai pensé, a-t-elle poursuivi, qu'il pourrait être utile de discuter de ce qui s'est passé,
ouvertement et honnêtement, avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Miss Phelps tressaillit. Le docteur Arkwright bougea sur sa chaise. Madame Choke haussa un sourcil. « Vous ne voulez sûrement pas insinuer cela était en danger. »« Je crois, dit doucement Miss Marple, que quelqu'un dans cette pièce est très en danger. Et quelqu'un d'autre cherche désespérément à empêcher qu'une certaine vérité soit révélée. C'est une très vieille vérité, mais de telles choses appartiennent rarement au passé. » Le silence suivit. Le crépitement de la cheminée du presbytère était le seul bruit. Puis Madame Lasset parla, sa voix comme de la porcelaine fine. « Accusez-vous l'une de nous, Miss Marple ?» Miss Marple secoua doucement la tête. « Oh non, j'ai toujours trouvé que les accusations ne faisaient qu'engendrer de la résistance. Je préfère l'observation. » Elle se tourna légèrement vers Miss Phelps. « Tu te souviens de quelque chose? De plus, n'est-ce pas ?» Miss Phelps hocha la tête, les mains tremblantes sur ses genoux. « Ouais, quelque chose que j'ai enterré pendant des années. Le soir du récital, quand Marjorie s'est effondrée, je l'ai vue regarder le public, mais pas Radley. Elle a regardé toi, Madame Lasset. Madame Lasset ne s'y a pas. C'est impossible. »« Elle l'a fait, » insista Miss Phelps, sa voix se raffermissant. Elle avait l'air choquée, trahie et effrayée. Madame Choke laissa échapper un rire nerveux. « Vraiment, Unity, allons-nous commencer à nous accuser mutuellement de lancer des regards mortels à 10 mètres de distance? Je n'accuse pas. »« Ah, » déclarait Miss Phelps, « je me souviens. » Miss Marple sirota son thé, et la mémoire, lorsqu'elle revient souvent avec une clarté remarquable. Ce qui est curieux, bien sûr, c'est que Marjorie Hollis n'était pas étrangère à Belladonna House, même avant son mariage. La tasse de thé de Madame Lasset s'est arrêtée dans les airs. « Je vous demande pardon ?» continua Miss Marple d'un ton toujours poli. « Il semble qu'elle et vous étiez liés par plus qu'une simple connaissance passagère. Avant de devenir Madame Radley, Marjorie a été invitée ici dans le village plus d'une fois. Et sa signature apparaît, faible mais lisible, dans le livre d'or de Belladonna House, 1948, et encore en 1949. » Miss Phelps avait l'air abasourdi. « Alors elle savait, toi. » Le sourire de Madame Lasset était devenu cassant. « Elle est venue ici brièvement. Un récital, oui. Mais nous n'étions pas proches. Même ainsi, a déclaré Miss Marple, c'est vers vous qu'elle s'est tournée lorsqu'elle s'est effondrée. Pas le colonel, pas les autres musiciens. Elle s'est tournée vers la seule personne qui lui avait promis sa protection. Peut-être même son affection. » Madame Lasset se leva brusquement. « C'est absurde. Si Marjorie avait des secrets, c'étaient les siens. Quoi qu'il se soit passé en Malaisie, quoi qu'il se soit passé entre elle et Radley, cela n'avait rien à voir avec moi. »« Mais c'était, » a déclaré Miss Marple. Sa voix était calme mais résolue. « Parce que vous étiez plus que son amie, n'est-ce pas? » Une épingle aurait pu tomber dans le salon du presbytère. Le regard de Madame Lasset se durcit. Sa posture, toujours aussi élégamment droite, vacilla pour la première fois. « J'ai essayé de la protéger, » a-t-elle déclaré. « Vous ne comprenez pas. Je lui ai dit de ne pas l'accompagner. Je l'ai supplié. Mais elle a dit qu'il lui avait promis une vie de concert et de salon. Et quand elle est partie, j'ai cru que je l'avais laissé tomber. » Miss Marple se pencha en avant. « Et quand avez-vous appris qu'elle était morte? »« Je savais, » a déclaré Madame Lasset, les yeux brillants, maintenant d'une émotion quelque part entre le chagrin et la fureur. « Je savais que ce n'était pas naturel. Elle m'a écrit une fois, juste une fois, pour me dire qu'il avait changé, qu'elle craignait qu'il lui donne quelque chose, engourdissant ses sens, prendre sa musique, se prendre elle-même. » Elle regarda vers le feu. Et puis la nécrologie est arrivée. Maladie soudaine à l'étranger. Aucune enquête, aucune question. « Vous avez donc créé le Belladonna Club, » a déclaré Miss Marple, « pour mettre la vérité en lumière. Vous avez invité ceux qui avaient été les plus proches de Marjorie, ceux qui l'avaient vue tomber, ceux qui n'avaient rien fait. » Madame Lasset ne l'a pas nié. Le docteur Arkwright parla pour la première fois. « Vous n'aviez pas besoin de l'assassiner.
Je ne l'ai pas fait, dit-elle sèchement. Je voulais qu'il soit confronté, c'est tout. Mais quelqu'un l'a fait, a déclaré Miss Marple. Et ils ont utilisé votre théâtre pour le faire. Votre performance est devenue leur couverture. Madame Choke a ri trop fort. Eh bien, si je ne l'ai pas fait, et il... Je ne l'ai pas fait, et Unity n'en a certainement pas la force. Alors qu'est-ce que cela reste? Miss Marple la regarda par-dessus sa tasse de thé. Cela vous laisse, Madame Choke. La femme se figea. Vous n'avez apporté aucun cordial, avez-vous dit. Mais Miss Phelps se souvient que vous l'avez signalé. Une petite bouteille en verre de couleur ambrée. Vous avez fait un commentaire selon lequel cela a calmé les nerfs, juste assez pour que d'autres s'en souviennent plus tard et supposent que c'était le vôtre. Je faisais la conversation, dit faiblement Madame Choke. Mais quelqu'un a placé cette bouteille sur le plateau, a poursuivi Miss Marple. Quelqu'un qui savait que Radley ne buvait que dans les verres qu'il se servait lui-même. Quelqu'un qui savait exactement quelle quantité il verserait. Et quelqu'un qui savait que si des soupçons tombaient sur vous, cela semblerait théâtral et non sinistre. Elle posa sa tasse et se tourna vers l'agent Thorne, qui était entré silencieusement depuis la pièce voisine quelques instants plus tôt. « Nous avons examiné la bouteille, » dit Thorne d'un air sombre. Il contenait une trace de digital, toxique à bonne dose, difficile à retracer une fois métabolisé, et extrêmement puissant lorsqu'il est mélangé à de l'alcool. Le visage de Madame Choke avait perdu toute couleur. « C'est absurde, mais pas introuvable, » dit doucement Miss Marple. « Vous avez gardé une digitale dans votre jardin, n'est-ce pas, à côté de vos dahlias et de vos roses, cachée à la vue de tous. » Madame Choke secoua lentement la tête. « Je ne voulais pas le tuer. Je voulais seulement l'effrayer, le secouer, lui faire ressentir ce qu'elle a dû ressentir. »« Marjorie ?» Madame Choke hocha la tête. « C'était ma nièce. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. « Elle m'a écrit aussi. Mais j'étais trop fier, trop distant, et puis elle est morte. Depuis, j'ai porté cette honte sur moi. Quand j'ai entendu parler du club, j'ai pensé que je pourrais peut-être forcer la vérité à éclater. Peut-être que je pourrais lui faire honte publiquement. Je n'ai jamais voulu dire, mais le poison ne fait aucune discrimination, a déclaré Miss Marple. Et le regret, malheureusement, ne défait jamais ce qui est fait. Le reste s'est déroulé en couches lentes et silencieuses. L'agent Thorne a emmené Madame Choke en douceur, sans menotter ni forcer. Elle marchait avec la démarche d'une femme déjà accablée par une longue phrase du cœur. Personne n'a parlé lorsqu'elle est passée. Miss Marple restait assise, les mains calmement croisées sur ses genoux. L'air dans le presbytère semblait plus clair, plus léger, mais derrière ses yeux bleus, toujours aussi perçants, une tristesse persistait. Les secrets, une fois découverts, ne libérèrent pas les gens. Ils ont simplement réorganisé le sol. Ticket. Vent à souffler plus fort le lendemain matin, soulevant des tas de feuilles le long des ruelles tranquilles de Much Dittering. Les arbres frissonnaient, comme si quelque chose de longtemps caché avait enfin été découvert, et même le chant des oiseaux semblait prudent, comme si le village lui-même reprenait son souffle. La nouvelle avait circulé rapidement, mais pas formellement, bien sûr. À la manière habituelle des villages anglais, elle se faisait à travers les haies et les salons de thé, à travers les sourcils levés et les confidences murmurées. Madame Choke avait été emmenée. Miss Marple était impliquée. La mort du colonel n'était pas ce qu'elle semblait être. Mais quoi était-il? Dans le salon de Rose Cottage, Miss Marple était assise tranquillement avec son panier à couture à côté d'elle, même si ses mains étaient immobiles. Les derniers fils du mystère, bien que désormais dévoilés, devaient encore être noués. La culpabilité, comme elle le savait bien, n'était jamais facile. Et même si Madame Choke l'avait avoué, il restait des fils de motivation, de manipulation, de timing, qui nécessitaient de légères coutures pour former une image complète et définitive. À midi, l'agent Thorne est arrivé en frappant à la porte, ce qui semblait moins urgent que respectueux. Elle l'accueillit, lui servit un gâteau, aux fruits bouillis simples mais satisfaisants,
et lui versa du thé sans parler directement de l'affaire. Ce n'est qu'après qu'il ait pris sa deuxième bouchée qu'elle a abordé le sujet sur lequel ils avaient tous deux réfléchi. « Elle voulait lui faire peur, a-t-elle dit, » murmura Miss Marple. « Mais la peur, entre les mains d'une personne, en deuil peut devenir un instrument dangereux. » Thorne hocha la tête. « Nous avons trouvé des pétales de digital dans son abri de jardin, et dans sa poubelle, les restes d'une bouteille de teinture écrasée enveloppée dans du papier buvard. « Et les notes ?» a demandé Miss Marple. Elle a nié les avoir envoyées. Tous. Cela, a déclaré Miss Marple, c'est la seule partie que je n'ai jamais cru venir d'elle. Thorne leva les yeux. Alors qu'il a fait, Miss Marple se leva et sortit d'un tiroir les 4 notes anonymes, chacune dactylographiée, chacune composée d'une seule phrase, chacune conçue non pour dénoncer le tueur, mais pour déloger la conscience de quelqu'un. Elle n'avait pas besoin de remuer des souvenirs, a poursuivi Miss Marple. Elle a déjà savé la vérité, et une personne encline au meurtre n'a pas besoin de pousser les autres à se confesser. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un, non pas empli de vengeance, mais de culpabilité, aurait pu prendre sur lui de faire exactement cela. L'agent Thorne se pencha en avant. « Vous dites qu'il y avait 2 des jeux en cours ?» Miss Marple sourit tristement. « Il y en a généralement. » Cet après-midi-là, Miss Marple se dirigea une fois de plus vers Belladonna House. Madame Lasset n'avait pas quitté la propriété depuis la réunion, et maintenant l'endroit portait la pression d'avoir accueilli trop de chagrin en trop peu de temps. La porte d'entrée s'ouvrit avant que Miss Marple puisse frapper. « Je savais que tu viendrais, » dit Madame Lasset. Miss Marple inclina la tête. « Pouvons-nous parler ?» Les 2 femmes étaient assises dans la bibliothèque où tout avait commencé. La nappe de dentelle lissée, les fenêtres ouvertes à la lumière d'automne, le vase du buffet, rempli de chrysanthèmes. « Elle n'avait pas l'intention de le tuer, dit immédiatement Madame Lasset. « Mais ça n'améliore pas les choses, n'est-ce pas ?»« Non, » dit doucement Miss Marple, « mais cela change l'apparence de la justice. » Les mains de Madame Lasset tremblaient légèrement alors qu'elle versait le thé. « Depuis, je n'ai pensé à rien d'autre, » murmura-t-elle. « Le rassemblement, les personnes que j'ai choisi d'inviter, chacun d'eux avait effleuré les limites de la vie de Marjorie. Chacun l'avait vu craquer, tomber, être oublié. Je pensais que peut-être, si nous étions assis, dans une pièce, si nous nous revoyions les visages de chacun, une certaine vérité ferait surface. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela provoquerait la mort. » Miss Marple n'a pas répondu immédiatement. Elle laissa le silence parler en premier. Puis, doucement, « Vous avez invité ceux qui avaient un lien avec elle. Vous avez conçu la soirée comme une pièce de théâtre, soigneusement superposée. Mais même le meilleur dramaturge ne peut pas contrôler ce que les acteurs choisissent de révéler, ni ce qu'ils cachent. » Elle fit une pause. « Vous ne saviez pas que Madame Choke était la tante de Marjorie ?»« Non, » murmura Madame Lasset. « Elle n'a jamais dit un mot. Je pensais qu'elle était simplement attirée par le drame de tout cela. Mais les notes, ces lettres, quelqu'un d'autre voulait faire bouger les choses davantage. » Miss Marple croisa son regard. « Oui, quelqu'un qui ne s'est jamais pardonné d'avoir laissé Marjorie partir, quelqu'un qui a vécu chaque jour avec cette culpabilité silencieuse et douloureuse. » Pendant un long moment, Madame Lasset ne dit rien, puis elle baissa les yeux. « Je les ai écrits. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Je le savais, » poursuivit Madame Lasset, la voix brisée. « Même avant le rassemblement, j'avais déjà commencé. La première lettre, au major Heathcote, il était censé venir, mais je craignais qu'avec lui dans la pièce, rien ne se passerait. Je voulais la vérité instable, pas encore supprimée. Alors je l'ai prévenu. Puis j'ai envoyé les autres, à Arkwright, chez Miss Phelps, et le dernier à Unity, après qu'elle ait commencé à se souvenir. Pourquoi ne pas signer ton nom? Parce que la culpabilité, dit-elle doucement, est plus facile à supporter lorsqu'elle est anonyme. Je pensais que cela aiderait les gens à parler,
Mais je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus proche, ferait justice lui-même. Miss Marple remua son thé. Vos actions étaient mal avisées, mais pas malveillantes. Madame Lasset leva les yeux. Que se passe-t-il? Maintenant? Rien de légal. Thorne est d'accord. Vos notes n'ont pas tué le colonel Radley. Elles n'ont pas non plus obligé Madame Choke à le faire. Ses choix lui appartenaient uniquement. Mais la vérité persistera, comme toujours. Madame Lasset se rassit, le visage pâle. La maison sera-t-elle un jour à nouveau propre? Elle a demandé. Miss Marple regarda autour d'elle, les meubles cirés, les lourds rideaux, le vase de fleurs déjà fané. Aucune maison où la vérité est révélée n'est plus jamais tout à fait propre, a-t-elle déclaré. Mais cela devient honnête. Et ça, je pense, c'est mieux. En début de soirée, une pluie avait commencé à tomber, douce et régulière, lavant les ruelles du village et les toits de tuiles rouges des chaumières. À l'église, les cloches ont sonné 6 heures, et au salon de thé d'Elspeth McCrae, les clients habituels ont de nouveau parlé à voix basse, mais maintenant avec une note de soulagement plutôt que de tension. Miss Phelps retourna à son cottage, pas entière mais plus légère. Le docteur Arkwright a fait un don à l'école du village, au nom de Marjorie, et Madame Lasset est restée à Belladonna House, assise près du feu, écrivant de longues et difficiles lettres à la famille, d'une femme qu'elle n'avait pas réussi à protéger. Quant à Miss Marple, elle retourna à son fauteuil et reprit son tricot. La laine glissait doucement sur ses doigts, boucle sur boucle, rangée sur rangée, calmement et contrôlée, contrairement à l'écheveau enchevêtré de la nature humaine qu'elle avait une fois de plus démêlé. Alors qu'elle posait le dernier point sur la 2e chaussette, elle regarda vers le feu et murmura « Ce ne sont pas toujours les voix les plus fortes qui révèlent la vérité. Ce sont les voix calmes, les silences, les pauses, le tremblement dans la tasse de thé. » Et elle avait raison, parce que Marjorie Hollis n'avait pas parlé depuis la tombe, mais son silence l'avait été. Une semaine s'était écoulée depuis le dernier acte joué à Belladonna House, et l'air de Much Dithering avait commencé à s'apaiser. Le village, tel une boule à neige secouée, revenait lentement au calme. Les conversations autrefois étouffées par la suspicion s'adoucirent désormais avec la clôture. Et le ciel lourd du début de l'automne commença à s'écarter, révélant des étendues bleu pâle entre les branches des arbres lentement dénudés. À l'extérieur de Rose Cottage, les derniers dahlias tombaient sous une pluie battante. À l'intérieur, Miss Marple était assise près du foyer, enroulant une pelote de laine rose douce en une spirale bien rangée. Son esprit, habituellement alerte à l'observation et à la déduction, avait atteint une satisfaction rare et tranquille. Elle avait vu la justice rendue, sinon celle que rendent les tribunaux, du moins celle qu'exige la vérité. Et dans Much Dithering, c'était une chose importante. Madame Lasset n'avait pas quitté Belladonna House depuis sa tranquille confession à Miss Marple, même si elle avait pris l'habitude de parcourir seule les longs couloirs chaque matin et de rester assise pendant des heures dans le salon sans musique ni compagnie. Sa servante, Agatha, rapporta à Elspeth au salon de thé que la maison était plus calme qu'elle ne l'avait jamais été, mais que sa maîtresse arborait désormais un air non de culpabilité, mais de paix fragile. Dame Lasset avait écrit une lettre au conseil paroissial, renonçant officiellement à toute implication dans les événements du village. Sa note était digne et simple. Je ne me trouve plus adapté à la société au sens le plus large, mais je reste reconnaissant pour ses expressions plus intimes. Je ne souhaite au village que la paix. En privé, cependant, elle avait écrit à 3 autres personnes, Miss Unity Phelps, le docteur Arkwright et, ce qui est le plus poignant, la famille de Marjorie Hollis. Chaque lettre était unique. Chacun a ouvert une porte restée verrouillée pendant des décennies. Miss Marple ne demanderait jamais à les lire, mais elle comprenait que Madame Lasset avait enfin fait ce que le Belladonna Club était censé faire, nommer la douleur, faire face au passé et dire la vérité. Miss Unity Phelps
autrefois si fermée et fragile, retourna dans sa classe avec une nouvelle douceur dans ses manières. Les enfants l'ont remarqué en premier, à quel point elle souriait davantage et à quel point sa voix ne craquait pas. Aussi fort sur les verbes latins. Elle avait reçu la lettre de Madame Lassay un jeudi calme et avait pleuré pendant près d'1 heure dans l'intimité de sa cuisine. Puis, avec une résolution calme, elle rassembla le journal qu'elle avait tenu lorsqu'elle était adolescente, longtemps intact, et y écrivit enfin le nom de Marjorie à l'encre en haut de la première page. « Je pense qu'elle voudrait que je me souvienne d'elle, » dit-elle plus tard à Miss Marple autour d'un thé. « Pas seulement comme une tragédie, mais comme un ami. » Miss Marple hocha la tête. « On nous donne rarement une fin parfaite dans la vie, mais nous pouvons choisir des fins honnêtes. » Le docteur Arkwright est resté plus réticent que jamais. Il continua à s'occuper de ses orchidées, même si Miss Marple remarqua en passant devant sa maison, un matin brumeux, que la digitale qui poussait autrefois près de sa porte avait été déracinée et remplacée par des soucis. Lorsqu'ils se croisèrent ce jour-là, elle revenant de l'épicier, lui revenant de la pharmacie, il leva son chapeau et dit de son air sec habituel « Je suppose que nous devons tous tailler de temps en temps. » Miss Marple, peu surprise par la métaphore, sourit faiblement. Jardiner nous apprend que renouveler ne signifie pas oublier. Cela signifie replanter avec soin. Il poussa un petit grognement et continua son chemin. Et Madame Choke, Delilah, comme l'appelait désormais à nouveau la poignée de villageois qui parlaient d'elle sur un ton plus doux, restait en garde à vue en attendant l'enquête. Mais Miss Marple avait parlé en privé avec l'inspecteur Lanning du bureau du comté, un homme sensé qui comprenait que la justice doit parfois considérer le chagrin humain à long terme. « Elle n'ira pas en prison, je crois », lui avait-il dit. Le ministère public de la Couronne considère cela davantage comme un acte d'impulsion que comme un acte de malveillance. Et il y a de la sympathie, en grande partie. Miss Marple hocha la tête, sans surprise. Madame Choke avait aimé sa nièce, non pas avec la tendresse d'une mère peut-être, mais avec la fierté fragile d'une femme qui savait trop tard pourquoi elle valait la peine de se battre. Ses actions avaient été mauvaises, mais il ne venait pas des ténèbres. Pourtant, elle en subirait les conséquences toute sa vie. Et aucune loi ne pourrait être plus dure que cela. Un dimanche calme, Miss Marple a assisté au service du matin à St. Chad pour la première fois depuis les funérailles. Elle s'assit, comme toujours, à 3 bancs du fond, d'où elle pouvait observer sans être observée. Le sermon du vicaire était doux, quelque chose sur la réconciliation et le poids des torts cachés. Ce n'était ni émouvant ni particulièrement élégant, mais l'assemblée écoutait avec une attention inhabituelle. Par la suite, alors que les gens se rassemblaient en groupes discrets à l'extérieur, l'agent Thorne la rejoint sur le chemin de l'église. « Je ne sais toujours pas comment vous l'avez vu, » dit-il pas pour la première fois. Miss Marple offrit un doux sourire. « Je n'ai pas tout vu, mais j'ai écouté et j'ai regardé. Et je savais, après des années de fêtes religieuses et de thé dans les salons, que lorsque les gens cachent quelque chose, en particulier la culpabilité, ils ne le font pas avec le silence, mais avec des histoires soigneusement répétées. Les mensonges que les gens racontent ressemblent souvent bien plus à la vérité qu'à la vérité elle-même. » Thorne avait l'air pensif. « Et le Belladonna Club ?»« Une idée géniale, » dit-elle doucement. « Une scène dangereuse mais brillante. Madame Lassay a créé une scène dans l'espoir d'obtenir des aveux. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que quelqu'un d'autre utiliserait la même scène pour sa propre finale. » Il hocha la tête. « Pensez-vous que le village va se rétablir ?» Les yeux de Miss Marple se tournèrent vers le green où un groupe d'enfants jouait au football, riant comme si aucun meurtre n'avait jamais eu lieu dans l'ombre de leur maison. « C'est déjà le cas, » a-t-elle déclaré. Ce soir-là, Miss Marple était de nouveau assise dans son salon, le feu dessinant des formes dorées sur le tapis. Elle a lu une lettre de Raymond, son cher neveu, qui lui avait écrit pour s'enquérir du mystère dont il avait entendu parler en marge des potins littéraires.
Dites-moi tout, tante Jane. Pas pour publication, bien sûr, mais parce que vous avez toujours su trouver la fin d'un fil que personne d'autre ne voit. Elle sourit en pliant la lettre et en la plaçant sous le dessous de verre en dentelle sur le plateau à thé. Elle lui raconterait peut-être l'histoire un jour, en douceur, en omettant les noms et en protégeant les secrets. Mais pour l'instant, il restait là avec elle, comme une broderie à moitié terminée dans un tiroir tranquille. Le feu craqua, l'horloge sonna 7 heures, et quelque part au loin, un vent soufflait dans les vieux arbres entourant Belladonna House. Marjorie Hollis n'a pas été oubliée. La vérité était apparue, non pas dans une confrontation dramatique, mais dans les chuchotements, dans les larmes, silencieuses, dans le retour de la paix. Et Miss Marple, comme toujours, a compris ce que peu d'autres ont fait. Ce mal rugissait rarement dans les rues. Le plus souvent, elle était brassée dans les salons, et ce sont les voix les plus douces qui le révèlent le plus souvent.